François-Xavier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, beaucoup de variations sur les marchés actions. Après la très forte correction de 2018, on assiste à un rebond superbe. Depuis le début de l'année, les principaux indices mondiaux affichent des gains d'une dizaine de pourcents. Généralement, ça fait une année entière de performance. On est ravis quand on a ça. Bon, la question tout de même, on a eu une belle descente, on a eu une belle remontée, et on se dit quand on est au point assez haut de la remontée, est-ce que ça va continuer? Donc on est un peu entre deux eaux. Que nous disent les valorisations des marchés? Est-ce qu'elles nous éclairent? Alors, elles nous disent exactement ça. Elles nous disent exactement qu'on est entre deux eaux, c'est-à-dire que la valorisation d'une action cotée typique dans le monde, aujourd'hui, c'est autour de 14, 15, très proche de la moyenne historique mondiale. Donc il n'y a pas de message de l'évaluation générale. Ça ne va pas nous aider, ça. C'est pas ça qui va nous aider, donc il faut trouver autre chose, il faut trouver ce qui va déclencher chez les investisseurs un appétit pour certains secteurs de la cote ou non. Et cet appétit va dépendre, vous savez, ce qu'on appelle la dérivée seconde en mathématiques, les changements de vitesse. Quels sont les candidats à des changements de vitesse positifs dans le monde, que ce soit l'Europe, les États-Unis, l'Asie? Est-ce qu'il y a des candidats? Alors les États-Unis, on ne voit pas trop. Non. Ils sont déjà au top. Ils sont au top. D'abord, l'évaluation est très chère. Et ils sont déjà au top. S'il y a une grande évolution de l'économie américaine dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, ce sera plutôt à la baisse. Donc non, ce n'est pas un candidat. L'Asie, oui, un peu, parce qu'il y a la relance chinoise, l'espoir d'un accord entre Donald Trump et Xi Jinping. Donc là, il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Et puis, il y a l'Europe. L'Europe qui déçoit. Hein. L'Europe qui déçoit énormément depuis un an économiquement, puisqu'on est passé d'une croissance économique de 2,5 à peu près au début de l'année dernière, à aujourd'hui à peine 1%. Et ça, c'est très problématique. Alors, 1%, oui, ça veut dire que la croissance est sous son potentiel. Sous son potentiel. C'est-à-dire le potentiel estimé par la Commission européenne ou la BCE, c'est autour de 1,5. Et c'est très important parce que le fait qu'on soit sous le potentiel pour la première fois depuis des années implique que si on y reste, des pressions déflationnistes reviendraient dans le système. Et ça, c'est quelque chose que la BCE, la Banque Centrale Européenne, redoute par-dessus tout, parce qu'elle a toujours un objectif qui est de faire renormaliser son taux d'inflation. Aujourd'hui autour de 1, il faudrait qu'il s'approche de 2. Dans le contexte économique actuel, c'est impossible. C'est clair. Mais est-ce que vous voyez des signes encourageants en zone euro? Alors justement... Parce que la déprime est plutôt en train de s'installer. C'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est peut-être la zone euro un des meilleurs candidats à ce fameux changement de dérivée seconde, c'est-à-dire une situation où le cycle, mais aussi la politique, passe de l'angoisse, du ralentissement, à un rebond et à un allègement des angoisses. Alors, j'ai d'autant plus envie que vous nous expliquiez ce qui motive chez vous cet optimisme mesuré, parce que quand on regarde la situation, on a une industrie européenne qui est clairement en récession, avec une Allemagne qui souffre énormément, la France, c'est pas terrible non plus du côté de l'industrie. Alors certes, les services tiennent dans la zone euro, ça je pense que vous allez insister dessus, mais on a un certain nombre de risques politiques qui ne sont toujours pas évacués, ça fait des mois qu'on en parle, mais le Brexit, alors le Royaume-Uni n'est pas dans la zone euro, mais ses relations avec ses partenaires de la zone euro sont telles que si on n'a pas de solution politique, là ça va être la catastrophe pour tout le monde. Et puis on a l'Italie qui est tout de même le malade de la zone aujourd'hui. Oui, non, les défis sont considérables et c'est pour ça que ce point mérite quand même d'être bien discuté et bien analysé. Beaucoup d'analystes, d'investisseurs et d'économistes sont assez noirs sur la zone euro, pensent que structurellement, elle ne peut pas vivre avec cette croissance-là et qu'ils ont des doutes que la croissance puisse revenir. Alors, ce qui motive mon scénario plus constructif, c'est un certain nombre de choses. C'est que la zone euro a énormément changé, fondamentalement. Les ressorts cycliques de la zone euro ont beaucoup changé. En particulier, on en parlera tout à l'heure, même en Italie, dans les points faibles. Mais il y a aussi des choses plus conjoncturelles et plus simples à dire, sur lesquelles tout le monde est à peu près d'accord. D'abord qu'il y a une partie des chiffres un peu catastrophiques de la zone euro
depuis 6 mois qui sont quand même des facteurs temporaires. Bon, vous avez les gilets jaunes en France, on voit déjà, on a vu dans la consommation récente ou l'indice des services en France, on voit une remontée. Donc cet effet gilet jaune est en train de partir, et ça c'est très important. En Allemagne, il y a, du fait de la nouvelle réglementation dans l'automobile, il y a eu un écroulement de la production et des ventes d'automobiles. Et ça, c'est temporaire. Alors, ok, la reprise est plus graduelle que prévu, mais l'ajustement a eu lieu. L'ajustement a eu lieu. Le pire est derrière nous là-dessus, et forcément, c'est du mieux devant. La dérivée seconde, cette fameuse dérivée seconde, va être très positive. Et puis, il y a la question italienne. Et c'est là où, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, parce que la plupart des gens me semblent beaucoup trop noirs sur la situation italienne. Alors quand vous dites la plupart des gens, c'est le marché oui. aussi, puisqu'il suffit de regarder les taux italiens. Alors vous nous avez apporté un graphique, il est particulièrement intéressant parce qu'il met en perspective en fait les taux auxquels se financent les différents pays au regard de la notation. Et alors on a une courbe qui figure en fait le taux objectif auquel leur notation devrait leur donner droit. Oui. Et on voit que l'Italie est bien au-dessus ça. du taux que devrait lui consentir sa notation. Ça reflète un niveau d'angoisse extrême. C'est-à-dire que les taux italiens dits souverains sont aujourd'hui traités par le marché comme des parias, comme quelque chose qui est extrêmement dangereux, qui pourrait subir à terme soit une restructuration de dette, soit encore pire, une sortie de la zone euro. Enfin, il y a vraiment une prime excédentaire. Alors vous allez nous faire François Xavier contre le marché. Oui, voilà, c'est ça, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision. Non pas que je sois optimiste structurellement sur l'Italie, qui reste confronté à des problèmes considérables, le PIB par habitant au même niveau qu'il y a 20 ans, enfin, il ne faut pas rentrer dans le déni, hein. L'Italie a de très très graves problèmes, mais il ne faut pas rentrer dans le déni inverse non plus. L'Italie d'aujourd'hui, cycliquement, n'a rien à voir avec l'Italie d'il y a 3 ou 4 ans, vous savez, 2011, 2012 ou 6 ans, avec la grande crise. Il y a eu un ajustement énorme, déjà des coûts et des prix. Hein. Les coûts relatifs du travail en Italie par rapport à l'Allemagne sont revenus depuis 2012 à leur niveau de création de la zone euro. C'est un graphique qui apparaît, là, que vous Ça, nous avez apporté aussi. Voilà. En effet, on voit l'ajustement qui a eu lieu. Ça s'appelle une dévaluation interne. Et cette dévaluation Donc les Italiens ont retrouvé de la compétitivité. Exactement. Exactement. C'est la même chose aussi pour l'immobilier. Hein. Pendant les 10 premières années de la zone euro, les prix de l'immobilier ont monté en Italie, baissé en Allemagne plutôt. Et là, c'est l'inverse. Et le prix relatif est revenu au début au niveau de la zone euro. Donc on voit que l'ajustement, on critique souvent l'absence de réformes en Italie, à juste titre. Mais il y a quand même eu certaines réformes et il y a eu un ajustement très fort, très douloureux. Puis il y a un troisième point absolument clé, c'est les banques. Et là, tout a changé. Mais tout a changé. Alors, oui. Il y a un graphique justement que vous nous avez apporté. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai été un peu saisi. C'est une donnée très intéressante. C'est celui des créances douteuses des banques italiennes. Alors on voit qu'on a eu une montée spectaculaire de ces créances douteuses dans la foulée de la crise financière de 2008. On a atteint un niveau très inquiétant. Et depuis 2016-2017, on assiste à un effondrement. Il est dû à quoi? Il est dû à plusieurs lois qui ont été mises en place et des accords avec l'Union européenne qui ont été mis en place fin 2016 par le gouvernement Renzi, et surtout une loi sur les faillites, et qui ont permis en fait aux banques italiennes de revendre leurs créances douteuses aux fonds vautours américains. Ces fonds hésitaient jusqu'à présent à les racheter parce que la loi sur les faillites en Italie les empêchait de récupérer suffisamment de leurs billes dans des temps raisonnables. Ces temps ont été raccourcis. Et plus donc des arrangements avec l'Union européenne sur la façon de traiter les créances douteuses, ben vous voyez le résultat. Aujourd'hui, 2 tiers de la hausse des créances douteuses dues à la crise ont disparu. Alors, l'effet positif pour l'économie italienne, il faut qu'on insiste dessus, c'est que de facto, les banques italiennes se retrouvent avec des fonds propres grandement améliorés. C'est ça. Et elles recouvrent une capacité à prêter majorée.
C'est extrêmement important. Donc elles peuvent irriguer l'économie transalpine. La combinaison de l'écroulement des créances douteuses et du soutien massif de la BCE à travers les refinancements à long terme des banques italiennes à taux zéro ou même à taux négatif, ça crée une situation où il n'y a plus de problème de financement de l'économie italienne. Au contraire, l'économie italienne, les ménages en Italie, les entreprises en Italie, se financent à des taux auprès des banques inférieurs à 2%. Ce qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. Donc ce sont les meilleures conditions de financement de l'économie domestique. Et ça, on le voit dans certains indicateurs. La confiance des ménages reste très forte. La confiance dans le secteur de la construction, secteur domestique emblématique, est très forte. Donc vous voyez qu'il ne faut pas exagérer. Il y a une récession industrielle italienne, qui est d'ailleurs une récession un peu mondiale, qui a des tenants et des aboutissements compliqués. Mais il n'y a pas de récession domestique italienne. Donc ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas l'Italie, aujourd'hui, au vu de ces données, qui nous fera partir dans le décor. Voilà, exactement. Cette idée-là est complètement exagérée. Et donc, quand on observe la trajectoire des dérivées secondes, oui. En tout cas celle estimée, selon vous, on va avoir une accélération de la croissance et donc on devrait avoir une croissance de la zone euro qui reviendrait vers son potentiel, c'est-à-dire vers les 1,5. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est à 1,25. À peine. À peine. Du point de vue, si vous voulez, en temps réel, on est proche de 1, voire un peu en dessous. Donc c'est très bas. Donc, pour les marchés, ça signifierait qu'il faudrait s'exposer, enfin, pour les investisseurs, ça signifierait qu'il faudrait s'exposer davantage aux valeurs cycliques domestiques. Voilà. Donc ça veut dire que c'est tout un univers de valeurs, en fait, qui s'ouvre devant vous. Il y a d'abord, ce dont vous parlez, les cycliques domestiques. Alors, laissons pour l'instant les banques de côté. Regardons des valeurs industrielles ou de services qui sont les plus ancrées dans l'économie de la zone euro et d'Europe en général. Et ces entreprises ont énormément souffert. J'ai quelques graphiques là-dessus. Et leur valorisation, puisqu'on parlait de valorisation au début, on disait la valorisation est normale sur les marchés, c'est vrai, mais pas pour ces valeurs. La valorisation est vraiment très en dessous de la normale sur ces valeurs parce qu'il y a tous ces doutes sur la possibilité pour la zone euro de voir sa croissance se normaliser. Donc ça, cet univers de valeurs-là pourrait en bénéficier. Ensuite, il y a les banques qui sont aussi des cycliques domestiques assez typiques, évidemment pas chères. Et si la prime de risque italienne se réduit et que le retour de la croissance aide les profits des banques, eh bien, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et puis enfin, il y a un troisième univers de valeurs où tout le monde s'est fait énormément peur l'année dernière. Ça arrive tous les 5 ou 10 ans. C'est l'écroulement des petites et moyennes valeurs, qui est aussi très dépendant de toute la dynamique cyclique et monétaire de la zone euro. Or, cette dynamique, avec une BCE qui va probablement continuer à dire qu'elle est là quoi qu'il arrive, et un cycle qui se redresserait, selon moi, là, il y a une combinaison qui empêcherait, à mon avis, de revoir les frayeurs qu'on a eues l'année dernière. Au contraire, un univers de valeurs petites et moyennes qui aurait une attractivité retrouvée. Il y a une condition sine qua non, cependant, la condition politique. Il ne faut pas se voiler la face. La probabilité est extrêmement faible. Elle a d'ailleurs beaucoup baissé d'un Brexit dur. Mais il est clair qu'un Brexit dur ferait... Il faut un accord. Il faut un accord, il faut quelque chose qui se passe qui empêche l'option du Brexit sans accord. Je pense que c'est ce qui va se passer. Si on peut éviter ça, tout ce que je dis là a de la valeur. Si on ne l'évite pas, on retrouve quelque chose de beaucoup plus désagréable pour l'ensemble de la zone. Est-ce que votre scénario aussi, il n'omet pas une donnée à laquelle vous avez fait allusion au tout début, dans vos propos liminaires, c'est la valorisation du marché américain. Oui. Parce que vous dites qu'il est survalorisé. Voilà. Bon, si on a une correction à Wall Street, on le sait, on ne sera pas indemne. Chez Dorval Asset Management, cette cherté de Wall Street, qui est revenue très très vite depuis le début de l'année, qui est générale, il ne faut pas dire, ça ne vient pas des GAFA, c'est vraiment général. Toutes les valeurs américaines sont chères. Oui, le Russell 2000, oui, Russell, je lisais une étude, est vraiment suracheté. Voilà. Suracheté et très cher aussi. Alors, en termes de valeur. C'est l'indice des petites valeurs. Voilà. Donc c'est vraiment très très généralisé. On est sur des PER médians autour de 17,5
C'est vraiment cher parce que le cycle est déjà très mûr et les perspectives de croissance des profits sont modestes. Donc là, il y a vraiment un problème. Et c'est ça qui nous empêche de nous exposer massivement au marché. C'est pour ça que dans ces phases de marché, il faut aller capter la dérivée seconde qui va changer de signe. Je pense que l'Europe est candidate, mais ce n'est pas toute l'Europe des marchés actions, c'est surtout l'univers dont on a parlé, des valeurs, ça va des cycliques domestiques aux banques, aux petites et moyennes valeurs, aux obligations italiennes, même. Tout cet univers de valeurs qui a à nouveau souffert, exagérément à mon sens depuis un an, du retour des doutes sur la zone euro. François-Xavier, merci. Merci Vincent.